Nous entrons à l'intérieur de l'ancienne cathédrale Saint-Louis qui domine les ports puniques, les thermes d'Antonin et le théâtre romain. De style byzantino-mauresque, cet ancien lieu de culte chrétien fut érigé à la fin du XIXe siècle sur instruction du cardinal Lavigerie en hommage à Saint-Louis, roi de France qui trouva la mort lors de la croisade à Carthage en 1270. Dans cette cathédrale, rebaptisée l'Acropolium en 1992, et dans le cadre du projet présidentiel d'aménagement culturel et touristique du Parc national de Carthage-Sidi Bou Saïd, et suite à une convention de concession, la cathédrale est transformée après des travaux de restauration, de mise en valeur et de consolidation en un temple voué aux différentes expressions artistiques, peinture, design, défilés de mode, conférences, danse et l'incontournable octobre musical. Dans ce monument se sont rencontrés pour la postérité Bach, Mozart, Beethoven ou Brahms, Schubert ou encore Bruckner et Mahler, ou encore et encore. On peut égrener les noms et les musiques jusqu'à l'infini. Depuis 30 ans, à chaque arrivée de l'automne, les vibratos des voix, les sons des sonates, la langueur des livres romantiques et les chants lyriques qui débordaient des murs. L'octobre musical, qui s'est imposé très vite dans notre paysage culturel, car hormis le Festival philharmonique d'El Jem et quelques épisodes musicaux dans la Cité de la Culture, il n'existe nulle part en Tunisie un foyer qui abrite les sons et la matière des musiques classiques, baroques ou modernes. La manifestation n'a pas cessé de rallier à ces mélomanes de nouveaux fidèles et de nombreux passionnés, toujours présents à l'appel des grenadiers et de son fruit symbole de l'octobre musical. Ce rendez-vous automnal serait-il de trop dans un paysage culturel appauvri? C'est ce que nous allons voir avec M. Moustapha Laoukbi, directeur de l'Acropolium. Je voudrais vous poser d'abord la première question. Quelles sont les circonstances qui ont entouré le projet de sa conception jusqu'à sa finition ou sa réalisation? L'aventure a commencé dans les années à peu près 85-90. 85 plus exactement. Je venais à Carthage, comme peu de citoyens tunisiens d'ailleurs, parce que pour montrer que ce lieu était pratiquement très solitaire. La colline de Birsa n'était pas très fréquentée à l'époque. Elle n'est toujours pas très fréquentée, sauf lorsqu'il y a des cartes de touristes qui viennent en un quart d'heure visiter le musée. La fréquentation, donc, s'arrêtait là. J'y venais j'étais intéressé par le musée, j'aimais beaucoup ce que faisait le conservateur de l'époque, M. Nebli, et je voyais, à partir de la colline, je voyais le monument qui se dressait au sommet, qui était cette ancienne cathédrale de Carthage. Qui était en état de ruine, je suppose. Qui était dans un état d'abandon total, et elle était également dans un état où elle agonisait peu à peu. On la voyait dans cet état-là. Alors j'avais demandé au conservateur, à M. Nebli, je lui ai dit pourquoi ce monument est-il ainsi abandonné? Bon, là, il appartenait à l'État, au ministère de la Culture. Il m'a dit, pourquoi ne présentes-tu pas un projet à ce sujet, puisqu'elle te tient à cœur? Allez, présente un projet et nous verrons bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à présenter un projet de plus en plus détaillé, de plus en plus étudié, une première fois en 85, pour dire, voilà ce que je compte faire. J'étais reçu par le ministre de l'époque, intéressé, réintéressé, mais de loin. Je repars à la charge, parle avec un nouveau ministre ou une nouvelle. Il y a eu 87, Ben Ali était là. Je repars à la charge et finalement, ce n'est qu'en 92 que j'ai pu signer une convention pour obtenir la concession de ce monument. Nous avons commencé les travaux et après 2-3 ans, nous avons réalisé la consolidation
et la mise en valeur est ce que vous voyez aujourd'hui sous vos yeux et sous les yeux de tous les visiteurs. Alors l'Acropolium, en tant qu'entreprise culturelle qui a donné ses preuves, évidemment, avec énormément de satisfaction, est menacé aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. Alors je voudrais savoir quels sont vos projets pour réagir à ces menaces et aussi pour savoir qu'est-ce qu'il va être décidé pour le personnel que vous employez qui tient mordicus à leur travail à l'Acropolium et qui travaille depuis longtemps ici. Je viens d'avoir une conversation téléphonique avec un responsable de l'agence de mise en valeur et oui, je crois que ça s'appelle, oui, ça porte le nom de l'agence de mise en valeur du patrimoine, on peut en parler, et de production et de promotion culturelle, on peut en parler aussi. C'est le rôle de cette agence. Je viens d'avoir me réclamant justement, me rappelant les échéances que nous avons, qui m'ont été dictées par un ultimatum de leur avocat. D'ailleurs, c'est un avocat de cette agence qui a écrit la lettre d'ultimatum. Et ils m'ont rappelé pour me dire, alors, monsieur Hockby, quand allez-vous quitter le monument? Si vous voulez nous rappeler l'échéance, l'échéance est pour la fin de l'année. La fin de cette année-ci? La fin de cette année-ci. D'accord. Cet ultimatum a été édicté, je vous dis, en août, je crois, ou juillet. Et j'avais décidé de quitter, beaucoup plus pas par dégoût, on n'arrive pas à cela, mais découragement. Je leur dis, prenez ce qui vous appartient. Et ce que vous vous appartient pas. Oui, absolument. Et après, je me suis repris pour me dire, mais enfin, je ne vais pas laisser la place libre à des gens qui ont été incapables de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'aurais abandonné un monument qui aurait disparu, d'abord ce qu'il représente sûrement, et physiquement et moralement, donc qui aurait disparu du paysage. Et les activités, n'en parlons pas, toute activité aurait cessé. Et plus encore, le personnel employé depuis 30 ans, le condamner au chômage. Et ça, je ne pouvais le tolérer sans essayer de provoquer, de réunir toutes les armes possibles pour combattre ce diktat. Alors, si vous voulez nous indiquer le cadre de la convention que vous avez signée avec le ministère de la Culture. Ça a été une convention, vous savez, comme j'ai dit, les négociations ont duré de 85 jusqu'en 92. Donc cette convention fut beaucoup plus arrachée que consentie par le ministère. Je l'ai arrachée, cette convention. De Guerlas, je crois, les responsables de l'époque ont dit « accordons-lui cette concession, on verra bien ce qu'il va faire ». Avec l'arrière-pensée qu'il va se casser la gueule et ça va se... Les principales réticences, vous savez, l'État, hier et encore aujourd'hui, reste sous l'emprise d'une bureaucratie très sourcilleuse de ce qui lui appartient et ne veut pas entendre de se départir, ou sauf évidemment auprès des gens qui sont proches et auxquels les intérêts correspondent avec les uns et les autres. Peut-être dans ce cas-là, les choses sont plus faciles. Mais avec quelqu'un d'étranger à tout ce qui est politique, État, et qui fait partie de la société civile, l'État est réticent à concéder une partie de ses prérogatives. Et c'est pour cela que l'Acropolium a mis du temps à se faire. Pourtant, il y a de bonne volonté, il y a en cri sur tous les toits, y compris au sommet du ministère, qu'on souhaiterait, qu'on voudrait
encourager le concept de partenariat public-privé. On le dit partout, on veut l'encourager. Donc, votre expérience, vous qui avez réussi, l'un des rares qui a réussi ce projet de PPP, ce qu'on appelle... Dans les discours, sûrement. On n'entend parler que de cela. Mais dans les faits, absolument pas. Y a-t-il eu un modèle de réussite? Parce que je pense que nous avons réussi dans ce que nous avons, dans le projet et ce qui a été fait. Il n'y a pas eu d'autres exemples. Je vous dis, franchement, l'État ne tient pas à se départir de ses prérogatives. C'est tout. Moi, j'ai présenté d'autres projets depuis, sur toute cette colline et un peu plus loin. Jamais on ne m'a écouté et jamais on ne m'a donné la moindre possibilité de faire ce qu'aujourd'hui on a concédé à un grand projet qui s'appelle le Tunis. Je n'arrive pas à prononcer le reste parce que voilà, le reste est imprononçable. Ils ont accordé ce projet à cette association. Mais tout ce qui a été fait par la société civile, jamais on ne l'a autorisé. Vous avez dit que vous avez présenté d'autres projets de cette envergure-là. Est-ce que vous pouvez m'en citer un? Je peux citer déjà un projet d'aménagement, d'assainissement de la colline. Le bois qui environne le sommet de cette colline, nous avons pu réaliser dans ce bois un escalier qui mène sur les traces de l'ancienne voie romaine. Ça, nous avons pu le réaliser. Moi et le conservateur du musée, j'ai bénéficié d'une petite enveloppe de l'UNESCO pour réaliser cet escalier avec les marches et de l'alphabet punique. Donc cette proposition a été simplement refusée par le ministère? J'ai également présenté un projet de son et lumière qui n'a également pas été, qui a été également rejeté. J'ai présenté un projet de belvédère que j'ai appelé le Birsarium, qui donnait un aperçu de tout le panorama de Tunis, la Goulette, les ports puniques, une partie du musée. Ce qui aurait été extraordinaire parce que ça donne si vous voulez, un développement extraordinaire aux visites des touristes. Ça apporte d'abord économiquement, tout le monde cherche à voir, tous les visiteurs cherchent à voir ce qui se passe au sommet d'une cathédrale ou au sommet d'une colline. Et ensuite, c'est une plus-value de mise en valeur, pour la mise en valeur. J'ai également présenté, jusqu'à présent les choses sont, en 2001, un superbe projet dans un site qui s'appelle Borj Bokhris, qui se trouve à 2 ou 3 kilomètres d'ici. C'est une vieille demeure de la fin du XVIIIe, abandonnée vers la moitié du XXe siècle, qui a été occupée par les Pères Blancs et qui est aujourd'hui, depuis revenu au ministère de la Culture. Et qui tombe en ruine également. Qui était déjà en ruine. Et allez voir aujourd'hui dans quel état elle se trouve. Alors qu'elle aurait pu être... J'ai présenté un projet magnifique pour lequel j'ai eu l'accord de principe, mais depuis l'accord de principe dans lequel j'ai travaillé, j'ai préparé les études, les architectes, la topographie, le programme d'activité, obtenu le financement de la Banque africaine de développement et également l'accord d'une association européenne, également dans la culture. Et puis des partenaires financiers tunisiens. Tout cela était d'accord, ont participé au financement. Je vous dis, je ne sais pour quelle raison, elles sont évidentes pour certains, car c'était à l'époque où Ben Ali avait chasse gardée sur certaines parties de ce périmètre. Hein. Donc, le projet n'a jamais eu de suite. Et vous n'avez pas le projet de dépoussiérer ce dossier-là, de le remettre? Je le fais chaque année. Et chaque année, il y a la sourde oreille de l'autre côté. Alors, que voulez-vous faire? Je continuerai. Mais... D'accord, avec la diminution du budget du ministère de la Culture. Tous ces projets n'ont jamais réclamé un centime de public,
du ministère de la Culture. Ah, c'est super. Ce sont des projets auxquels j'ai réuni des partenaires suffisamment crédibles et intéressés par le développement et l'aménagement de leur pays pour réaliser ces projets, sans participation des deniers publics. Alors, il y a évidemment une manifestation annuelle qui se déroule au mois d'octobre, rappelant les parties que vous avez baptisées sous le signe du grenadier, la grenade. La grenade, c'est le fruit magique de la Carthage punique. De la Carthage punique, et quel beau fruit du mois d'octobre, oui, c'est le fruit du mois d'octobre. L'automne. Donc, dans cette manifestation musicale, il y a eu du public qui s'est demandé depuis un bout de temps. Il y a eu quelques écrits sur la disparition probable ou éventuelle de l'acropolium et de l'octobre musical par conséquent. Cette année, il ne s'est pas déroulé, c'est tout à fait normal et logique puisqu'il y a les mesures sanitaires, ainsi de suite. De force sanitaires et autres que l'octobre musical n'a pas eu lieu. Bon, les représentants, les partenaires étrangers fidèles à cette manifestation, ne pouvant plus, leurs artistes ne pouvaient plus circuler entre leur pays et la Tunisie. Et donc, et les Tunisiens eux-mêmes, avec les contraintes sanitaires, il n'y avait plus moyen que cette manifestation ait lieu. Et c'est vrai que nous avons abandonné, vers le 15 septembre, nous avons abandonné toute poursuite de cette manifestation. Et donc, vous avez reçu, à ma connaissance, vous l'avez dit, beaucoup de doléances, de représentations. Oui, de la part des diplomates. De la part des diplomates, oui, qui, en Tunisie, qui eux-mêmes participaient à ces soirées-là. Et vous avez eu des doléances de ces gens-là, disons, une sorte de regret que les... Des regrets sûrement, mais pas de doléances, puisque les artistes ne pouvaient plus arriver en Tunisie et repartir, c'était le confinement chez eux, enfin toutes les mesures que vous connaissez de circulation de la circulation internationale. Hein. Chacun reste chez soi, non seulement chez soi, mais à l'intérieur de ses frontières également. Ceci, c'est pour cette session, mais pour les prochaines sessions, c'est de... Nous souhaitons tous, pour toute la planète, que cette catastrophe sanitaire se termine dans quelques mois. Et qu'est-ce que vous attendez au juste pour que ces manifestations, ces manifestations en tant qu'artistiques se perpétuent, d'une part, et pour que cette entreprise culturelle continue à faire? Ce que j'attends ne dépend pas de moi, il dépend de la décision de ceux qui pensent à la culture. Mais je l'ai dit à un des grands partenaires, le partenaire principal de ce projet qui veut redistribuer la carte de la colline. Je leur ai dit qu'il n'était pas normal de dessiner tout un projet sans la participation d'un des partenaires essentiels qui est là depuis 30 ans et qui connaît mieux que personne. Je dis bien mieux que personne, car moi je connais les hommes, la terre et les monuments et la nature qui entourent ce site. Que ces gens-là, il y a d'abord l'Union européenne qui est le partenaire du ministère de la Culture. Qui ne sont pas nécessairement très belles, oui. Oui, qui ne sont pas tout à fait à l'honneur de cette Carthage qu'on appelle, et des 3000 ans d'histoire de la Tunisie. Hein. Donc, Simostva, un projet de 30 ans où il y a eu des expériences multiples, riches, où vous avez acquis quand même une grande expertise
et une énorme expérience en la matière de ce qu'on appelle un investissement culturel. Vous êtes, à ma connaissance, l'un des rares qui est en train de gérer une entreprise culturelle. Une entreprise culturelle, ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas une matière marchande à qui on peut intimer l'ordre de quitter les lieux. Si vous voulez nous donner votre avis sur cette expertise. Bien, vous savez, je suis même persuadé que le ministère de la Culture considère la concession de l'Acropolium comme une épicerie pour qui j'ai toute estime, car aujourd'hui, seules les épiceries nous permettent de vivre, parce que c'est les seules qui restent ouvertes dans cette crise sanitaire. Mais le ministère de la Culture considère l'Acropolium comme une épicerie. Car depuis que j'ai mis les pieds, depuis que j'ai mis en valeur ce monument, je n'ai reçu à aucun moment un responsable de la culture, ne serait-ce que pour venir constater les travaux qui ont été effectués, bien ou mal. À aucun moment je n'ai eu affaire, je leur envoie régulièrement les programmes, des activités, que ce soit des expositions, que ce soit des concerts, que ce soit à tel point que j'ai organisé, ça me fait rire, parce que tout le monde en rira, une exposition des tapisseries, des reproductions de tapisseries de la conquête de Tunis par Charles Quint, en 1500 et quelques, 1535, je crois. Bon. Et c'est au XVIe siècle. Que j'ai appelé cette exposition Charles Quint à Tunis. Savez-vous qu'un responsable, je ne dirai pas d'où, m'appelle pour me dire quand sera-t-il là, pour avertir les autorités de l'arrivée de Charles Quint. Vous voyez, motard. D'accord. D'accord. Ils m'ont demandé quand va-t-il venir. Bon, heureusement qu'il n'a pas parlé de Saint-Louis. Absolument, j'aurais appelé Saint-Louis à Tunis ou à Carthage. Peut-être qu'on m'aurait dit quel avion va le transporter jusqu'ici. Alors, donc, j'ai eu toutes des activités multiples, hein, avec les partenaires italiens. On a eu des expositions superbes de costumes italiens, du design italien des années 60, évidemment de cinéma italien, des choses merveilleuses, hein, qui ont attiré beaucoup de monde et qui ont donné un prestige extraordinaire à la coopération tuniso-italienne. Bon. Et j'ai eu l'exposition de vélo de Hollande, vous connaissez la Hollande qui est la mère de la bicyclette. Alors toutes ces manifestations ont fait connaître nos amis étrangers et ont permis aux Tunisiens de les connaître et à eux de connaître la Tunisie. Si vous voulez revenir un peu à la musique, pour nous parler de cette manifestation auquel énormément de gens tiennent, qui est l'Octobre musical. Vous allez vraiment, comment on dit, faire pleurer les violons? Non, ça se dit pas. Oui. faire chanter les violons. Les lamento, disons, des pianos et les pleurs du saxo. Oui, mais disons que nous sommes à un endroit où où le cygne est en train de chanter, c'est-à-dire où on ne sait pas ce qui va se passer ici. Ça s'appelle le chant du cygne, je crois. Quand les choses vont se transformer, on ne sait comment. Espérons que ça ne sera pas le chant du cygne, mais j'ai eu l'occasion de voir ici, pendant cet octobre musical, ou l'un des octobres musicaux, ou plusieurs sessions, des personnalités poétiques de premier ordre qui sont venues ici. Des personnalités littéraires, de très grands musiciens, en déclarant des éloges extraordinaires par rapport à la sonorité des lieux, par rapport à une sorte d'intimité qui réunissait aussi bien Bach que Beethoven, aussi bien
la musique actuelle, vous avez certainement quelques souvenirs qui mettraient la larme à l'œil. Vous avez une certaine déchirure au cas où il y aura encore cette insistance du ministère pour, disons, arrêter les activités de l'acropole. Heureusement que nous avons tous la musique dans nos têtes, hein, pour supporter les heurts et malheurs inévitables. Quel est l'état d'âme du personnel que vous avez depuis 25 ans, 30 ans? Eh bien, ils ont entendu parler évidemment de ce qui peut leur arriver. Et là, je le répète, je défendrai bec et ongle le sort de ces gens-là. Je ferai du mieux que je peux en ce qui me concerne, et je ne me laisserai pas faire en ce qui concerne une tierce partie. Est-ce qu'il parle de résistance? Dans cette situation dans laquelle se trouve le pays, je préfère ne pas ajouter les mots à d'autres mots. Donc quand ils me parlent de ça, je leur dis, les choses vont se calmer, il vaut mieux raison garder. Et c'est ce qu'ils ont compris en travaillant ici, que la raison est supérieure à toute autre forme de manifestation.